Bonjour Monsieur Herman, merci d'avoir accepté ce rendez-vous du Club Lamartine qui est diffusé en vidéo sur YouTube, Facebook et ainsi qu'en podcast sur Deezer, Spotify et Apple Podcast. Monsieur Herman, vous êtes journaliste, producteur, réalisateur, co-dirigeant de l'agence Première Ligne aux côtés de Paul Moreira, une agence qu'on aime beaucoup au Club Lamartine. On a reçu déjà beaucoup de vos collaborateurs et on les remercie. Vous avez une carrière très riche. Vous avez débuté votre carrière aux États-Unis, si je ne me trompe pas, pour CNN International. Puis, vous avez travaillé chez Canal+, à la grande époque, j'aurais tendance à dire, comme grand reporter pour 24 heures, l'hebdo de Michel Field. Et entre 1999 et 2006, vous avez été grand reporter, puis rédacteur en chef et co-présentateur aussi à côté de Paul Moreira, du magazine mythique, j'aurais tendance à dire là aussi, 90 minutes, une émission qui m'a vraiment bercé à titre perso. Une émission dramatique sur Canal+. En 2009, vous rejoignez Paul Moreira, mais c'est un compagnon de route, j'ai l'impression. Vous l'avez rejoigné pour être associé dans l'agence Première Ligne que vous dirigez, comme je le disais auparavant. Aujourd'hui, vous avez réalisé avec Valentine Auberti, figure emblématique de l'émission Quotidien, qui l'a quitté depuis, mais vraiment un visage qu'on connaît nous tous, le documentaire Média Crash qui a tué le débat, le débat public, excusez-moi, qui est actuellement au cinéma. Je vais commencer par une petite question qui ne parle pas du documentaire, mais je ne peux commencer ce rendez-vous sans vous demander des nouvelles de vos collaborateurs qui a été victime de l'attentat le 25 septembre 2020. Comment vont-ils aujourd'hui ? Effectivement, deux de nos collaborateurs de la production, un collaborateur, une collaboratrice, ont été très grièvement blessés par un terroriste pakistanais qui pensait que l'adresse où étaient nos bureaux était encore l'adresse de Charlie Hebdo. En 2015, l'attentat de Charlie Hebdo, absolument dramatique, majeur contre la liberté d'expression, a tué plus de 10 personnes dans notre immeuble et un policier dans la rue juste à côté. On est à Paris dans le 11e et nous sommes les voisins de Charlie Hebdo. Nous étions les voisins de leur bureau. Nous sommes restés dans cet immeuble, comme plein d'autres entreprises dans cet immeuble. Et effectivement, le 25 septembre 2000... il y a maintenant 2 ans, 1 an et demi, un terroriste pakistanais pensant que Charlie Hebdo était toujours dans cet immeuble, il était évidemment déménagé sous de très importantes protections, bien voilà, pensait que Charlie Hebdo était toujours là et a attaqué à l'aveugle 2 de nos collaborateurs qui étaient en pause cigarette en bas de l'immeuble. Ils vont beaucoup mieux après une longue convalescence pour l'une et pour l'autre. Ils ont repris le travail et ils sont là tous les jours. On travaille avec eux tous les jours et sincèrement, je pense qu'ils vont bien. Bon, en tout cas, vous les saluerez de ma part et de notre part parce que c'est important de penser à eux aussi après les événements parce que c'est toujours des choses qui restent indélébiles. Alors, parlons de ce documentaire qui est donc au cinéma Média Crash. Vous pouvez faire un peu le pitch? Alors, j'ai pensé à cette enquête avant l'été. Jamais en France, il y a eu une telle concentration des médias privés, presse écrite, magazines, éditions, radio, télévision, aux mains d'aussi peu de grands industriels. Et c'est vrai que la montée avant l'été de Vincent Bolloré au capital de Lagardère, avec donc des intérêts. Bernard Arnault était très intéressé également par le groupe Lagardère. Et le groupe Lagardère, ce sont des boîtes de production, ce sont surtout 3 grands médias nationaux, le Journal du Dimanche, Paris Match et la radio Europe 1. Et là, on s'est dit avec d'autres journalistes qu'il était grand temps de lancer une vaste enquête. Et je l'ai proposé tout de suite à Mediapart, qui eux aussi avaient très envie d'enquêter sur la concentration des médias. Mediapart est un journal indépendant.
qui ne vit que des recettes de ses abonnés. Et donc, tout s'est accéléré à la rentrée. L'idée a été de sortir un documentaire au cinéma. Alors, ce n'est pas un film de cinéma, c'est un documentaire d'enquête, un documentaire d'interpellation réalisé dans l'urgence, en à peine 4 mois, ce qui est extrêmement peu de temps pour réaliser une telle enquête. On produit Cache Investigation chez Première Ligne, par exemple. Cache Investigation, c'est minimum un an d'enquête, tournage, montage, édition de ces longues enquêtes d'investigation. Donc là, on a été très vite parce qu'on sentait que c'était le moment très important avec l'approche de la présidentielle et surtout le cinéma. Pourquoi? Pour créer du débat. Et donc, on a un distributeur très engagé, Jour de Fête, qui s'est allié avec Mediapart et avec nos Premières Lignes pour proposer ce documentaire à une bonne cinquantaine, maintenant il y en a un peu plus, de cinéma un peu partout en France, et pour, à la fin des séances, le plus souvent possible, organiser des débats. J'ai moi-même été à Orléans, à Biarritz, je serai la semaine prochaine à Malakoff, à Gennevilliers. On a toute une série de dates avec Valentine Auberti, avec qui on a co-réalisé ce documentaire, les équipes de Première Ligne, les équipes de Mediapart, pour aller rencontrer les citoyennes et les citoyens sur un débat majeur en ce moment. Qui a tué le débat public? C'est le sous-titre du documentaire. On raconte plein d'histoires de censure, d'autocensure, de journalistes qui ne peuvent pas faire leur travail dans certaines rédactions. Alors, effectivement, ce documentaire parle de ces grands milliardaires qui détiennent les grands médias, en tout cas une grande partie des médias. Vous commencez par Bolloré. Est-ce que vous démontrez que Bolloré, en fait, par sa puissance financière et sa puissance dans les médias, intervient dans la ligne éditoriale de ces journaux? Et on a pu le voir entre le passage de iTélé à CNews. Est-ce que pour vous, par exemple, sur Bolloré, quand il achète les médias, c'est à but politique ou c'est à but d'intérêt économique? C'est une très bonne question. C'est une question qu'on aurait été absolument ravis de poser à Vincent Bolloré lui-même. Pendant 2 mois, on a contacté la direction de la communication du groupe Bolloré et malheureusement, on n'a pas obtenu de temps d'interview. On aurait été vraiment ravis de poser toutes ces questions à Vincent Bolloré. Il se trouve qu'il y a une commission sénatoriale qui est en ce moment en cours au Sénat où des sénateurs enquêtent sur cette hyper-concentration des médias avec une question: est-ce que cela a un effet, des conséquences sur une grande démocratie comme la France? Car une bonne démocratie est une démocratie bien informée. Eh bien, Vincent Bolloré a été convoqué à cette commission. Une commission sénatoriale a l'avantage de, lorsqu'il vous convoque, vous êtes obligé d'y aller. Et donc là, Vincent Bolloré y a été et il a répondu non à cette question. Lui dit qu'il le fait pour des raisons financières, pour du business. Il dit on n'est pas là, on n'investit pas dans ces médias pour une ligne éditoriale, pour de l'idéologie. Il dit concrètement que c'est un secteur qui est pour lui absolument rentable. Il se trouve que les faits démontrent le contraire. C'est Éric Zemmour lui-même, dans son livre, qui explique, dans le dernier livre d'Éric Zemmour, qui explique que c'est Vincent Bolloré qui lui a demandé d'être tous les jours sur l'antenne de CNews. On a eu de nombreux témoignages au sein des différentes rédactions, Europe 1, où Vincent Bolloré est en train, petit à petit, en lançant une OPA sur le groupe Lagardère, de prendre le contrôle du groupe Lagardère et donc d'une radio comme Europe 1. On nous a effectivement clairement expliqué, plein de journalistes, que s'ils n'ont pas vu Vincent Bolloré directement ou s'ils n'y signaient pas directement les courriers, ils ont bien compris que la ligne éditoriale de leur radio était en train d'évoluer sous le nouvel actionnariat qui est en train de bouger au-dessus de Lagardère. Donc, lui répond non. Il semble que les faits démontrent le contraire. Oui, vous parlez aussi de l'émission de Hanouna dans votre documentaire, où Zemmour est un invité privilégié, voire avec des exclusivités permanentes pour lancer sa campagne. On a
interrogé Claire Secaille, qui est une chercheuse du CNRS, qu'on a interrogée il y a quelques semaines, et entre-temps, son étude, une première partie de son étude est sortie. Et effectivement, cette chercheuse a analysé de très nombreuses heures de l'émission Touche pas à mon poste, qui est l'émission d'Access Prime Time de C8, qui est présentée par Cyril Hanouna. Et c'est très bien que Cyril Hanouna reçoive des invités politiques. C'est formidable qu'on puisse parler aussi politique dans une telle émission, très grand public, écoutée par un public nombreux. Enfin, vraiment, il y a du monde qui regarde cette chaîne, et c'est formidable qu'ils puissent traiter de questions de société importantes ou d'inviter des invités politiques. Là, en ce moment, on enregistre, on est début mars, il y a un temps de parole très précis qui est contrôlé par le CSA, qui s'appelle aujourd'hui l'ARCOM. Donc C8 se doit de donner un temps de parole équivalent aux différents candidats. En revanche, le travail de Claire Secaille, cette chercheuse de CNRS, montre, et là on a été extrêmement surpris, qu'entre septembre et décembre 2021, Éric Zemmour a été de très nombreuses fois sur l'antenne de C8 par, vous avez raison de le souligner, des petites vidéos exclusives. C'est-à-dire qu'un candidat à la présidentielle a choisi d'envoyer à Cyril Hanouna des petites vidéos exclusives qui sont siglées exclusives, touche pas à mon poste, et que lorsque Cyril Hanouna a donné du temps d'antenne ou a décidé, ils sont libres de leur ligne éditoriale, de donner, d'inviter des invités politiques, il se trouve que l'extrême droite est considérablement plus représentée que les autres, les autres partis, et que la parole a beaucoup été donnée à des soutiens d'Éric Zemmour et à Éric Zemmour lui-même, avec des petites vidéos exclusives produites uniquement pour cette émission. Et ça pose question. Oui, oui, vraiment, ça pose question de donner autant la parole à un candidat de droite extrême, condamné plusieurs fois, et de donner aussi peu la parole à d'autres représentants politiques, surtout en pleine campagne électorale. Ce n'est pas dans votre documentaire, mais est-ce que vous pensez qu'une personnalité comme Éric Zemmour serait aussi haut sans l'impact de CNews aujourd'hui? C'est une question qu'on a posée à de nombreux interlocuteurs. C'est sûr que CNews lui a donné un coup de projecteur considérable en lui offrant une tribune tous les jours. C'est-à-dire qu'avant que l'ARCOM, donc l'ancien CSA, qui n'a pas du tout interdit Éric Zemmour d'antenne, qui a juste demandé à CNews de comptabiliser le temps d'antenne d'Éric Zemmour, qui allait être candidat à la présidentielle. C'est sûr que lorsque Vincent Bolloré convainc Éric Zemmour de venir tous les jours à l'antenne, en access prime time, sur CNews, et qu'il est quelquefois regardé par 600, 700 000, 800 000, peut-être 1 million de téléspectateurs, en tout cas il y a eu des pics très important, et notamment où CNews s'est retrouvé devant BFM TV, qui était jusqu'à présent leader sur les chaînes info. C'est sûr que vous donnez un coup de projecteur considérable à Éric Zemmour, dont les propos ont été de multiples fois condamnés par la justice. Certains interlocuteurs qu'on a rencontrés pendant cette enquête nous ont dit si Éric Zemmour n'avait pas été sur CNews, il aurait été sur les réseaux sociaux, il aurait été sur sa propre chaîne Internet, et il aurait été regardé par énormément de personnes. Peut-être, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que le gros problème de CNews est que c'est une chaîne d'information qui a une convention publique, une autorisation d'émettre publique, puisque c'est une fréquence de la TNT. Chaque journal est absolument libre de sa liberté éditoriale, de Valeurs Actuelles à l'Humanité Dimanche, par exemple, pour ne prendre que des hebdomadaires, peuvent absolument choisir leur ligne éditoriale. C'est un peu différent lorsque vous avez une autorisation publique d'émettre. L'autorisation, j'invite tous vos spectateurs, téléspectateurs, internautes à regarder la convention. Elle est publique sur le site de l'ARCOM. Il faut que l'info soit pluraliste. Et force est de constater que CNews, depuis maintenant plusieurs années, reçoit énormément d'invités et de chroniqueurs de droite, certains de droite extrême, et que c'est de toute évidence, il n'y a pas photo, il suffit de la regarder quelques heures, c'est une chaîne d'opinion. Et cela pose un problème au vu de son autorisation d'émettre. Alors, est-ce que tous les milliardaires qui achètent des milliards ont le même objectif? Alors, à nouveau, on aurait adoré
pouvoir leur poser la question. Des demandes d'interviews sont parties plusieurs semaines avant la fin de la production de ce documentaire chez LVMH, auprès de Bernard Arnault, au groupe Kering et à la financière Pinault pour François Pinault, jusqu'à Xavier Niel, jusqu'à Martin Bouygues. Voilà, on a tenté d'interroger tous ces patrons. Si on regarde leur ligne éditoriale, certains, effectivement, prenons l'exemple de Bernard Arnault, puisqu'on n'a pas voulu produire un documentaire de journaliste pour journaliste, mais vraiment un documentaire très grand public avec des exemples extrêmement concrets. C'est-à-dire qu'on ne donne pas notre avis. Moi, mon avis importe peu, il n'est pas intéressant, notre enquête est purement factuelle et on a travaillé avec des chercheurs qui ont, eux, analysé les différentes antennes, notamment CNews pour Julia Cagé et son équipe et Cyril Hanouna sur C8, touche pas à mon poste pour Claire Secaille, chercheuse au CNRS. Julia Cagé est économiste, professeure à Sciences Po Paris. On a donné des exemples extrêmement concrets, pour revenir sur Bernard Arnault, de cas de pression considérables. Tristan Walex, journaliste du service public, journaliste de France 2 depuis de nombreuses années, qui est aujourd'hui le rédacteur en chef et présentateur de l'émission Complément d'enquête, nous raconte en toute transparence les pressions considérables qu'il a reçues du groupe Bernard Arnault, de Bernard Arnault, avec notamment un grand flic, un ancien grand flic, un ancien responsable du service secret français, Bernard Squarcini, qui a lancé une enquête sur lui, qui a lancé une enquête sur Benoît Duquesne à l'époque, qui présentait ce magazine sur France 2, Benoît Duquesne qui est depuis décédé. Et c'est un chapitre qu'on a appelé les barbouzes. Et je peux vous garantir qu'on a passé beaucoup de temps avant de s'entendre, et on en a parlé avec nos avocats, nos juristes chez Première Ligne et chez Mediapart qui nous ont accompagnés sur ce documentaire. Est-ce qu'on peut bien appeler ce chapitre les barbouzes? Eh bien oui, on démontre comment le groupe LVMH, comment Bernard Squarcini, qui était à l'époque reconverti dans le privé, ancien grand flic, donc, a, avec des moyens très importants, infiltré le petit journal Fakir, le journal de François Ruffin, au moment où François Ruffin réalisait son documentaire Merci Patron, notamment sur Bernard Arnault. Il a donc mis une pression considérable sur les journalistes du service public pour tenter d'influer sur une enquête qui était en cours sur Bernard Arnault, qui n'était pas diffusée dans l'un des médias de Bernard Arnault. Bernard Arnault a peu de médias, mais il en a certains très importants. Le premier quotidien français, Les Échos, un grand quotidien, Le Parisien aujourd'hui en France. Mais là, c'était carrément des pressions pour entraver le travail de journalistes sur d'autres médias. Et puis, certains grands patrons… Si je peux me permettre, je vous en prie. peut-être la partie la plus choquante comment dire, du documentaire, c'est de voir comment les services de l'État se mettent à la disposition par l'intermédiaire de cet ancien grand flic au service d'une personne privée, en fait. Quel que soit son pouvoir, c'est quand même, je trouve ça extrêmement choquant, quoi. Oui, alors pour expliquer donc précisément, il faut aller voir le documentaire. Oui, bien sûr. Oui. Puisqu'il est encore en salle dans de très nombreuses salles en France et puis organisé avec des débats. C'est très simple, c'est sur le site internet de Mediapart, sur une partie gratuite du site internet de Mediapart, où vous tombez sur tous les débats qui sont organisés dans les prochaines semaines un peu partout en France. Et puis il y a plein de cinémas qui continuent à programmer ce documentaire qui est sorti en salle le 16 février. Donc vous faites référence à une séquence qui est assez impressionnante, effectivement. Et en tout cas, par les moyens mis en œuvre, c'est Bernard Squarcini, donc, est à ce moment-là reconverti dans le privé. Son téléphone est sur écoute dans une longue enquête et Mediapart a réussi à obtenir les audios de ces écoutes que nous réutilisons dans ce documentaire. Et c'est vrai qu'on découvre qu'au moment de la production du documentaire Merci Patron, une équipe infiltre le journal Fakir, qui est un
petit journal indépendant à Amiens. Et donc, ils ont une taupe au sein même de cette rédaction. Et ils vont tout faire pour empêcher François Ruffin et on va dire une dizaine de collaborateurs de son équipe de perturber une assemblée générale des actionnaires du groupe LVMH où ils souhaitaient juste poser une question à Bernard Arnault. Quand on dit perturber, voilà, c'est une petite perturbation. Et vous avez raison, les écoutes judiciaires permettent de comprendre très concrètement comment Bernard Squarcini appelle tous les plus hauts services de police de l'État français pour avoir des informations sur ce groupe et pour mobiliser des forces de l'ordre pour protéger cette assemblée générale des actionnaires. Et c'est assez surprenant. Il y a une instruction judiciaire qui est en cours. Plusieurs personnes ont porté plainte. Et il y a eu un petit rebondissement au mois de décembre dernier, décembre 2021. Le groupe LVMH est arrivé à un accord assez surprenant avec la justice, une convention d'intérêt public, convention d'intérêt judiciaire public, ou contre une amende, forte amende de 10 millions d'euros. La somme est importante, donc LVMH a payé une amende à l'État français de 10 millions d'euros. Bien, LVMH n'est plus poursuivi dans ce dossier. Malgré tout, plusieurs personnes, dont Bernard Squarcini, sont toujours mis en examen dans cette affaire. Et pour résumer, cela démontre à quel point, effectivement, de très grands industriels peuvent bénéficier de support de l'État. Alors, LVMH s'est longuement défendu, a expliqué que c'était une période qui était totalement révolue. Malgré tout, ce que démontre cette longue enquête, et la justice continue à enquêter sur cette affaire, c'est qu'effectivement, vous avez raison, des moyens très importants policiers de l'État ont été mis au service d'une multinationale française pour empêcher le travail de journalistes et de militants politiques, appelons-les ainsi. François Ruffin est devenu député, a été élu Après. député de la France insoumise bien après la sortie Oui, et grâce un peu à ce documentaire, merci patron. Et probablement pourquoi sur sa notoriété, en effet, oui, bien sûr. Ouais, ça a participé, je ne sais plus combien, je crois qu'il fait 1 million d'entrées sur ce documentaire, je crois. Je ne connais pas les Oui. chiffres, mais c'est très impressionnant. Ouais, j'ai plus le chiffre en tête, mais effectivement, c'est très impressionnant. Effectivement, parce que la plupart du temps, et en tout cas Bernard Arnault, lui, ce qu'il utilise comme attaque, il n'intervient pas il n'achète pas trop de médias, on va dire. Je ne sais pas si c'est le terme qu'on peut utiliser, mais il coupe les vivres. C'est sa technique à lui, c'est qui dans le média qui l'embête, Libé, je crois qu'il l'a eu aussi, mais Oui. vous n'en parlez pas. Mais il y a Le Monde qui a perdu quelques millions d'euros pendant un certain temps. Et Oui. est-ce que tous les milliardaires, est-ce que Xavier Niel, est-ce que qui a le Monde, hein, si je ne me trompe pas, Oui, Le et Monde. qui essaye d'acheter la Provence. En effet, Il y a eu un événement il y a quelques jours où il s'est fait oui, virer. une bagarre très importante autour de 2 acheteurs pour racheter la Provence depuis le décès de Bernard Tapie, qui en C'est était ça. l'actionnaire principal. Et est-ce que c'est, comment dirais-je, est-ce que c'est en quoi, quelque part, pour vous, c'est condamnable parce que pour eux, c'est une défense, quelque part. Vous me parlez, demain, si vous parlez mal de moi, je ne serais peut-être pas très, très content et je ne voudrais plus peut-être vous parler ou ce genre de choses. Est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? En quoi, pour vous, c'est illégitime qu'il s'attaque comme ça à quelqu'un qui ne parle pas bien de lui? Alors, je vais vous prendre l'exemple de Je me fais un peu l'avocat du diable dedans. Je vous prendre un comprends très, très exemple. bien que c'est une atteinte à la liberté d'expression. Hein. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais… Je vais vous prendre un exemple très précis qui est l'exemple du Monde avec Vincent Bolloré. Vincent Bolloré a été mécontent d'un article et une du magazine du Monde, du magazine hebdomadaire du Monde, a été très en colère contre le Monde. Et il a demandé
a son agence de publicité, c'est-à-dire que dans le groupe Bolloré, il y a de très nombreuses sociétés dans le groupe de communication, et il y a notamment Havas, qui est la plus grande ou la seconde, quelquefois, avec Publicis, grande agence de publicité en France. Mais au-delà d'être une agence de publicité, c'est aussi une agence d'achat d'espaces publicitaires. Et donc, le monde a découvert que des grandes publicités nationales pour des grandes marques, ils n'ont pas voulu nous donner le nom des marques, mais on peut imaginer que ce sont des très grandes banques ou des marques d'automobiles ou des marques de luxe qui avaient des grandes campagnes nationales d'annonces, de publicité dans des journaux et que le monde n'en avait pas. Et Louis Dreyfus, qui est interviewé dans le documentaire, reconnaît un chiffre qui est extrêmement… Vous êtes là? Alors, on a été coupé là, étonnamment, on ne va pas être parano, mais en tout cas, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais bon, passons ce détail. Donc, vous étiez en train d'expliquer… On parlait de Vincent Bolloré. On parlait de Vincent Bolloré qui avait donc de couper des budgets publicitaires très importants dans le journal Le Monde. Le Monde a continué à enquêter sur Vincent Bolloré et continue toujours à enquêter sur Vincent Bolloré. Maintenant, c'est une rétorsion économique extrêmement forte. C'est-à-dire que les journalistes ne sont pas au-dessus des lois. C'est-à-dire que si vous vous sentez diffamé par un article, et a fortiori quand vous avez les moyens d'une multinationale, vous pouvez attaquer les organes de presse qui ont parlé de vous. Et nous, journalistes, nous irons nous défendre devant les tribunaux. Le problème, c'est alors certaines fois, certains grands patrons, ce qui est aussi régulièrement le cas de Vincent Bolloré, attaque systématiquement les journalistes qui parlent de lui et notamment de ses affaires en Afrique. Et de très nombreux journalistes ont été attaqués alors que Vincent Bolloré perdait les procès en première instance, en appel. L'avocat de Vincent Bolloré continuait à aller en cassation et donc à mettre une pression considérable sur les journalistes, ce qu'on appelle des procès bâillons pour bâillonner les journalistes. Je reviens sur la rétorsion économique et pour vraiment vous donner mon sentiment, les journalistes ne sont pas au-dessus des lois. Si une erreur a été commise dans un article, il faut absolument le rectifier. Si on veut regagner la confiance des citoyennes et des citoyens, les journalistes, voilà, dans les études d'image, les journalistes n'ont pas vraiment une très bonne image. Et si on veut regagner la confiance de nos lecteurs, de nos spectateurs, téléspectateurs dans le cadre de documentaires, c'est qu'il faut qu'on raconte un peu nos coulisses, les difficultés sur les enquêtes. Et là, la somme est considérable. Lorsque le journal Le Monde reconnaît avoir eu un manque à gagner publicitaire de chiffre d'affaires de 11 à 12 millions d'euros, c'est le chiffre donné par Louis Dreyfus, le grand patron du Monde. Mais si vous n'avez pas derrière vous un actionnaire très solide, vous pouvez mettre la clé sous la porte. Donc oui, c'est extrêmement, extrêmement complexe d'enquêter sur ces grands entrepreneurs. Parce que je n'avais pas bien compris dans le documentaire, en fait, Havas intervient aussi sur les autres marques que Oui. Pardon, alors peut-être on n'a pas été assez clair. Vincent Bolloré peut décider de couper de la publicité pour Bolloré Logistics, oui, c'est ça, ouais. dans le journal Le Monde, parce que c'est sa marque. Ou peut décider de couper, je sais pas, un budget publicitaire d'une de ses chaînes de télévision. Il se trouve que dans le groupe de Vincent Bolloré, il y a une énorme agence de communication qui s'appelle Havas, qui fait de la publicité, qui fait du conseil politique, qui fait du conseil aux grandes entreprises, mais qui aussi est un acteur du placement de la publicité dans un journal. Et donc, vous êtes une grande banque, votre publicité est prête, et bien c'est Havas qui va vous dire, oh là, il faut que vous achetiez 1 minute de radio à cet endroit-là, il faut que vous achetiez tant de pages de publicité. Et donc là, l'agence Havas a décidé de couper les vivres et d'arrêter de placer les publicités dans le journal Le Monde. Ils les ont probablement placées dans d'autres quotidiens, ou ils en ont peut-être placé plus dans un autre quotidien.
et plus dans le journal Le Monde, et le manque à gagner est considérable. Et donc, Louis Dreyfus raconte qu'ils ont dû appeler de très nombreux annonceurs pour leur dire « on est très étonnés ». Ils Oui. n'étaient pas au courant, les annonceurs, semble-t-il, à entendre Louis Dreyfus. On ne met pas du tout en doute sa parole, mais voilà, ils ont appelé certains annonceurs pour dire « dites donc, on voit que vous avez une campagne nationale en ce moment, vous n'êtes pas dans Le Monde. Ah bon, on va acheter quelques pages dans Le Monde ». Oui, et effectivement, là, c'est d'autant plus surprenant. Alors, moi, il y a une partie qui est assez succincte, mais qui est, à mes yeux, assez aussi important. Mais il y a plein d'éléments. Vraiment, j'encourage d'aller au cinéma et d'aller voir ce documentaire. Valentine Auberti, qui travaille pour Mediapart, à laquelle vous êtes associée, co-réalisatrice de documentaire. Donc, comme je disais à la présentation, a été une des figures emblématiques de Quotidien. Et là, elle parle d'une enquête qu'elle fait sur l'achat d'armes dans la guerre du Yémen, si je ne me trompe pas. Bien ça. Et là, Quotidien, à ma grande surprise, ils ont coupé les ailes, quoi. Donc, Alors, Valentine Auberti ouais. a obtenu un scoop, appelons les choses par leur nom, qui était un document confidentiel défense qui démontrait comment la France, le ministère des Armées, s'inquiétait de l'utilisation d'armes françaises vendues à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, qui étaient utilisées à l'époque contre les civils au Yémen, dans une guerre absolument atroce qui tue de très nombreux civils. Et effectivement, elle a été, avec ce document, interpellée, Françoise Parly, la ministre des Armées. Et malheureusement, son enquête n'a pas été diffusée dans l'émission Quotidien. Et par la suite, cette enquête, ces révélations ont fait beaucoup de bruit, car elles ont été sorties par un autre média, Disclose, un média indépendant d'investigation. Et effectivement, Valentine raconte comment elle estime que les pressions considérables du ministère de la Défense pour tenter de récupérer ce document et empêcher Valentine de diffuser ce document, vraiment, elle est extrêmement embêté que son enquête n'ait pas été diffusée dans Quotidien. Le producteur de Quotidien que nous avons eu en ligne, lui, réfute toute censure et toute pression du ministère. Il estime que l'enquête n'était pas aboutie et que Valentine Auberti avait été trop tôt posé la question à la ministre sur un document qui est écrit en France, un document qui est très clair sur l'utilisation des armes françaises dans cette guerre au Yémen. Plus grave, ce que raconte Valentine Auberti, c'est qu'elle et les autres journalistes qui ont sorti par la suite cette enquête ont été convoqués par la justice et ont reçu ce qu'on appelle un rappel à la loi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de procédure, ils ne sont pas condamnés. En revanche, la justice interdit Valentine Auberti et les autres journalistes qui ont eu accès à ces documents d'en faire état à nouveau, sous peine d'une très forte amende et de ne pas en parler pendant 6 ans. Donc, c'est une forme de censure également, avec un élément très étrange dans une grande démocratie, c'est qu'il n'y a pas eu de procès et que Valentine Auberti aurait, comme les autres journalistes inquiétés dans cette affaire, les journalistes directeurs du site internet Disclose, se seraient défendus avec un avocat, aurait expliqué à quel point ils estimaient à l'époque, et nous l'estimons aujourd'hui puisque nous reparlons de cette affaire dans le documentaire Média Crash et nous remontrons ce document confidentiel défense, nous estimons, et nous pouvons aller nous défendre devant les tribunaux, que ces informations sont d'intérêt public pour le public. Et on parle d'une guerre avec des armes françaises et d'une guerre où de très nombreux civils sont menacés au Yémen. Et donc, dans cette affaire de rappel à la loi, eh bien, Valentine Auberti n'a pas pu aller se défendre. Et c'est une forme de pression, appelons-la ainsi, là pour le coup gouvernementale, du ministère des Armées, pour que ces documents ne puissent pas être utilisés par les journalistes pour informer le public. C'est pour ça qu'elle quitte Quotidien.
En partie, oui, il faut que vous posiez la question à Valentine, mais elle dit oui. Elle dit que ça, elle n'est pas partie tout de suite, elle est partie quelques temps plus tard, mais elle dit qu'en partie, oui. Elle est à présent journaliste chez Mediapart. Elle s'est Elle sentie répond. désavouée, quoi. Oui, c'est ce qu'elle dit, oui. Ah, on s'approche de la fin. Est-ce que par ce documentaire, vous n'avez pas eu peur ou vous n'avez pas peur de participer à ces complotistes que tous les médias sont achetés et vendus pour une cause et qu'on nous ment quelque part? Alors, c'est une question intéressante qui est posée quelquefois dans les débats où on rencontre donc des spectateurs, des spectatrices qui sont venus au cinéma et avec lesquels nous avons été débattre. Puis quelquefois, des gens ne sont pas d'accord entre eux. Donc, ça crée vraiment du débat public dans les salles de cinéma. C'est un moment très intéressant à la suite donc, de la diffusion du documentaire. Sincèrement, non. Nous, notre boulot de journaliste avec les équipes de Mediapart et de première ligne dans ce documentaire, c'est d'apporter des faits. Il y a énormément de faits, énormément d'histoires extrêmement concrètes qui sont racontées, de tentatives de censure réelle, d'autocensure, de pression sur les journalistes, dans l'affaire du revirement très étrange de Ziad Takieddine, dans l'affaire du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, dans des documents qui ne sont pas sortis dans l'hebdomadaire Le Point, autour de l'affaire Cahuzac, lorsque Jérôme Cahuzac était encore ministre du budget, qu'il avait menti à la représentation nationale sur l'existence d'un compte à l'étranger. On apporte vraiment des éléments extrêmement concrets, une sorte de boîte à outils, disons, pour justement lutter contre les théories du complot. Et on nomme les censeurs ou on nomme les grands patrons. Pour vraiment vous répondre, notre intention est au contraire d'apporter des éléments pour lutter contre les théories du complot, pour donner aux citoyennes et aux citoyens quelques clés sur le fonctionnement des médias, qui est un métier pas facile, le métier de journaliste, et que pour une bonne démocratie, il faut que les gens soient bien informés et que l'information a un coût. On entend, là, ces jours-ci, Emmanuel Macron lui-même annoncer, comme le fait la droite et l'extrême droite, la fin de la redevance. C'est un problème. Il faut sanctuariser. C'est le gouvernement conservateur en Angleterre annonce aussi la fin de la redevance en Angleterre, ce qui va mettre une pression considérable sur les programmes de BBC, qui sont des programmes de très grande qualité. Voilà, il faut un service public puissant, il faut des journaux indépendants puissants, donc que les gens s'abonnent à des quotidiens, à des sites en ligne, à des journaux, et puis de donner des clés pour finir. Nous, on lance un partenariat avec l'Éducation nationale pour que ce documentaire soit diffusé dans les collèges, dans les lycées professionnels, pour donner des clés aux jeunes. Voilà, l'information a un coût, il faut aller au-delà des réseaux sociaux, au-delà de ce que les algorithmes vont vous envoyer parce que vous êtes en colère, vous avez admis que vous étiez en colère sur certains sites et l'algorithme, pour vous garder plus longtemps, hein, le pur mercantilisme, hein, pour vraiment vous garder le plus longtemps possible sur les applications, va continuer à vous mettre et vous abreuver de sujets qui vous ont mis en colère. Ben non, l'information, elle a un coût et elle a aussi, elle demande une énergie d'aller lire plusieurs quotidiens, d'écouter plusieurs radios, de regarder plusieurs chaînes de télévision. Alors, vous faites, entre autres, à première ligne, l'émission Cache Investigation et plein d'autres. Hein. Là, il y a un très bon documentaire de Martin Boulot sur la guerre de l'uranium, au moment où on parle du chauffage et de se chauffer l'hiver prochain. Très bonne enquête, Vert de rage, entre le Niger et Narbonne en France. Très bonne enquête de Martin Boulot, Vert de rage, oui. Bon, et est-ce que vous subissez, vous, des pressions sur vos enquêtes? Oui, sur l'impossibilité
quelquefois d'avoir des interlocuteurs. Sincèrement, la pression la plus complexe que nous subissons, il y a des menaces de procès. Et à nouveau, les journalistes ne sont pas au-dessus des lois. On peut parfaitement aller défendre nos enquêtes devant la justice s'il le faut. Et on travaille avec des avocats extrêmement scrupuleux sur chaque ligne de commentaire, chaque séquence montée. On travaille vraiment dans le plus grand respect de ce qu'on appelle le contradictoire. Lorsque vous mettez en cause une multinationale, lorsque vous mettez en cause dans une enquête une grande institution publique, une responsable politique, des élus, au terme de votre enquête, bien avant la diffusion, bien avant la publication de votre papier, bien avant la diffusion du documentaire, eh bien, on propose une interview en bonne et due forme aux différents responsables. Et donc, la pression, elle est là. Elle est qu'on a de plus en plus de mal et on se retrouve confronté à ce qu'on appelle les spin doctors, les conseillers en communication qui vont tout faire pour nous faire les poches, c'est-à-dire pour savoir ce qu'on a dans notre besace, ce qu'on a dans notre enquête et pour peut-être communiquer de leur côté. Alors, on n'a pas de pouvoir de contraindre, comme dans une commission d'enquête parlementaire, de pouvoir contraindre les grands industriels à nous parler. En revanche, on estime, et là pour redevenir sérieux un moment, et c'est assez important, notamment dans Cache Investigation, ça a été le cas dans cette enquête Mediacrash, c'est qu'après des mois d'enquête et des mois de négociations, ça me fait du mal de dire ce terme-là, parce que ce sont des négociations avec les patrons de la communication, les patrons de la communication de ces grands groupes, on estime extrêmement dommageable pour l'information du public. Le terme est peut-être pas assez fort, dommageable. Voilà, c'est un problème majeur lorsque les personnes mises en cause ne répondent pas aux questions des enquêtes journalistiques. Et on leur donne la parole longuement, en toute loyauté. On vient encore de le démontrer dans Cache Investigation, une très grande enquête de Marie Maurice, sur les EHPAD privés. Et finalement, mais après des mois de négociations, ça a pris 6 mois de négociations, c'est incroyable, avec le groupe Corian, où Élise Lucet a pu interroger la directrice générale du groupe Corian après de très nombreuses demandes d'interview et de refus d'interview. Donc, les pressions sont plus de cet ordre-là. Dans Cache Investigation, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de la stratégie de réponse à Élise Lucet à travers les différentes Cache Investigation. Et au fur et à mesure, on les voit évoluer dans leur technique, voir qu'ils vous filment aussi en train d'interviewer. Et je trouve que celui qui a été dans le meilleur de tous, c'est Bruno Le Maire, qui a répondu, mais d'une façon de qualité. Et on voyait qu'il maîtrisait parfaitement le jeu avec Élise Lucet. C'est assez incroyable d'analyser ce comportement-là. Peut-être une dernière question. Je l'ai perdu. Veuillez m'excuser. Mince. Je l'ai perdu, ma dernière question. Mince, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Je suis confus. J'étais en train de parler. On était en train de parler de mince. Dépression. Non, mais je l'ai perdu, mais je ne sais plus pourquoi je l'ai perdu. J'en suis bien confus. Vous avez bien fait. Oui, allez-y. On a été une longue interview de Bruno Le Maire où il accepte de répondre absolument à toutes les questions. C'est sûr que c'est pas facile de se retrouver face à Élise Lucet, qui est l'une des meilleures intervieweuses et qui base son interview sur le fruit d'un an d'enquête. Mais je vous donne juste un tout petit exemple. J'ai réalisé il y a 1 an pour Arte une grande enquête sur l'industrie pharmaceutique, Big Pharma, labo tout puissant, et le groupe Sanofi, le grand laboratoire français, a accepté de donner une interview, mais pas les autres. Chez Novartis et Roche, qui sont les 2 plus grands laboratoires au monde, avec Pfizer qui est un américain, mais Novartis et Roche sont 2 laboratoires suisses, ils ont refusé l'interview. Et au bout d'un moment, leur argument était: on a du mal à trouver le bon interlocuteur parce que vous avez des questions très précises. Attendez, vous avez 100 000 employés. Ces 2 entreprises ont chacune 100 000 employés. Vous ne pouvez pas me dire qu'au bout de 3 mois et demi, vous n'allez pas trouver un interlocuteur qui parlera la langue qu'il souhaite. On interrogera dans la langue qu'il
souhaitent. Mais donc, non, c'est très difficile. Voilà, c'est vraiment des négociations de tous les jours. Emmanuel Gagné, que vous avez reçu dans votre émission, le rédacteur en chef avec Sophie Le Gall de Cache Investigation, passe beaucoup de temps, beaucoup trop de temps à négocier les interviews des grands responsables. J'ai retrouvé ma question. On est à quelques jours, quelques semaines, quelques jours de l'élection présidentielle. Afin d'éviter la concentration des médias, on sait que TF1 est en train de racheter M6. Quelle serait votre proposition pour qu'il n'y ait plus cette concentration des médias et que les milliardaires achètent tous les médias en ce moment? Et tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais Bolloré est en train d'acheter des maisons d'édition. Et entre autres, il y a le livre de son frère qui est aussi un acte politique, en train de faire un très gros succès grâce à l'argent du groupe. Oui, avec la prise de contrôle par Vincent Bolloré du groupe Lagardère, il met effectivement la main sur un très grand nombre de maisons d'édition en France, alors qu'il avait lui-même déjà énormément. Et donc, ces fusions entre toutes ces boîtes toutes ces maisons d'édition posent un gros problème également sur l'édition. Tout cela va être débattu à Bruxelles. Il y a plusieurs pistes qui sont des pistes qui sont évoquées par plusieurs ONG, plusieurs responsables politiques, plusieurs groupes comme Informer n'est pas un délit. Il y a un groupe qui s'est constitué il y a quelques semaines qui s'appelle Stop Bolloré, avec de nombreuses associations, de nombreux militants, de nombreux responsables d'associations en France. Parmi les pistes, il faut indéniablement une réforme de la loi sur l'audiovisuel et de la loi sur la presse. Cette loi sur l'audiovisuel date de 1986, elle était à peine amendée depuis, elle est totalement obsolète aujourd'hui. Par exemple, il faudrait revoir la concentration dans le capital de très grands médias qui ont une audience nationale, d'industriels qui, par exemple, dépendent de commandes publiques. Il faut donner un statut aux sociétés des journalistes, au sein même des rédactions, pour permettre à ces sociétés des journalistes d'avoir un statut protecteur, comme les représentants du personnel, les représentants syndicaux peuvent avoir au sein de toutes les entreprises en France, petites comme les plus grandes, pour permettre aux journalistes de venir défendre de venir défendre leurs enquêtes qui sont quelquefois arrêtées avant même de démarrer, ou de papiers qui sont censurés. Il y a plein de différentes pistes où des associations vont interpeller les candidats à l'approche du premier tour pour une loi. On espère vraiment que la commission sénatoriale, on a trouvé que les sénateurs manquaient de pugnacité face aux grands patrons de ces médias. On a regardé toutes les auditions. Malgré tout, cette commission est en cours avec des sénateurs de droite comme de gauche, et il est absolument urgent que le législateur, donc la loi, protège, sanctuarise l'information dans un grand pays comme la France. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré et nous avez consacré. J'invite donc tous les spectateurs et auditeurs à aller voir ce documentaire qui est au cinéma, Médias Trash, qui a tué le débat public, une enquête réalisée entre autres avec Valentine Auberti de Mediapart, en figure emblématique de l'émission Quotidien, comme je le disais tout à l'heure. Vous êtes journaliste, producteur, réalisateur et co-dirigeant de l'agence Première Ligne, une agence qu'on aime beaucoup au Club Almartine. Merci, merci. Saluez tous vos collaborateurs qu'on aime beaucoup, Martin, Marie, Linda, Emmanuel. Voilà, en tout cas. Merci de nombreux journalistes de notre équipe. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci, et aussi saluer les 2 blessés de l'attentat, chaleureusement de ma part et de notre part. Qui vont donc beaucoup mieux, on en a parlé au début de votre émission. Voilà, les 2 blessés de l'attentat de septembre 2020 qui vont beaucoup mieux, qui ont repris le travail, qui vont beaucoup mieux après une longue convalescence. Merci, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.